Un fluide, l'air c'est quoi? L'air c'est des particules qui bougent dans tous les sens. Là il y a trop de lumière, mais quand il y a un faisceau de projecteur ou un faisceau de soleil qui passe dans une pièce, vous voyez les poussières de l'air qui sont animées d'un mouvement erratique qu'on appelle le mouvement brownien. Donc, et les poussières de l'air, en fait, elles sont bousculées par les particules, les poussières sont bousculées par les particules d'air qui sont invisibles, trop petites, et ça vous donne une bonne représentation de ce qu'est un fluide, de ce qu'est un gaz, en fait. Donc ce gaz, évidemment, si vous mettez une paroi, les particules vont taper sur la paroi, et ça, c'est à l'origine de la pression. D'accord ? Vous prenez une cour d'école, à la récré, vous avez une vision de ce qu'est un gaz, et puis si vous êtes parent, vous savez ce que c'est que la pression, parce que vos gamins tapent dans les murs, et donc vous allez aux urgences. Ça fait mal, la pression. D'accord ? Donc quand on tape sur les murs, la résultante de ces impacts, donc l'intensité et la récurrence, donc l'intensité, j'arrive très fort, et la récurrence, j'en envoie plein à la seconde, crée une force, en fait. Une pression qui s'applique sur une surface, ça crée une force. Ça, c'était pour le fluide qui nous intéresse. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on fait évoluer un objet dans un fluide? Alors pour vous parler de ça, je vais prendre l'autre référence, celle qu'on utilise dans les souffleries, c'est-à-dire je vais imaginer un objet qui est fixe et un courant de fluide qui le traverse. D'ailleurs, c'est la soufflerie Spanosusa qui est à côté là. C'est magnifique, hein, le truc là. Ouais, super beau. Et pour ça, je vais prendre le célèbre exemple du rond-point de la DDE. Donc imaginez que on décide de construire un rond-point, mais que les techniciens de la DDE, comme ça, ils prennent l'envie de faire un rond-point qui a cette forme-là. Donc avec une route qui arrive là, hein, une route qui repart là. Alors qu'est-ce qui va se passer? D'abord, il y a Marcel qui arrive, il est un peu trop bu, et lui, il va taper direct là, il ne va pas voir, et voilà, il tape dedans. D'accord ? Donc là, c'est ce qu'on appelle le point d'arrêt. On comprend tout de suite d'où ça vient. Et évidemment, Marcel, alors, les particules, c'est des voitures. Hein. Pour moi, ça, c'est une petite voiture, c'est une particule. Donc si j'envoie plein de particules sur un objet, voilà ce qui se passe. Premier, il tape. Boum. Ensuite, il y a ses copains qui suivent, parce qu'il était à un apéro le vendredi soir. Hein. Ils arrivent aussi, sauf que lui, il a déjà tapé, et donc, ils vont être déviés, quoi qu'ils fassent, hein, même s'ils sont aussi bourrés que le premier, ils vont être déviés de toute façon parce qu'il y a Marcel qui est déjà là. Donc, ils ne vont pas pouvoir taper là, ils vont forcément commencer à être déviés. Ok ? Et le problème, c'est que ils arrivent à une certaine vitesse, okay, et que quand ils sont déviés sur les côtés, alors je vous le dis, hein, soit déviés parce qu'il y a déjà d'autres copains qui se sont accumulés là, à force de taper dedans, hein, soit parce qu'ils ont vu l'obstacle et ils commencent à l'éviter, ils font un virage là. Alors quand ils font ce virage, qu'est-ce qui se passe? Vous, quand vous êtes dans votre voiture et que vous faites un virage à droite, qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas l'inertie, hein. Je rappelle que l'inertie, c'est la flemme qu'a un objet à sortir de son état d'équilibre. Donc là, il est en état d'équilibre à vitesse constante, il a envie d'aller tout droit. D'accord ? Si vous avez des ados, vous savez ce que c'est que l'inertie. D'accord ? Vous voyez, il est bien allongé sur son lit, il n'a pas envie de bouger. Ceux qui ont été ados aussi. Ceux qui ont été ados aussi. Voilà. Donc l'objet, la particule, elle n'a qu'une envie, c'est d'aller tout droit. D'accord ? Mais là, elle ne peut pas, donc elle part à droite, mais comme par sa masse a envie d'aller tout droit, c'est comme si, imaginez qu'une voiture arrive comme ça sur une route un peu glissante. Elle commence à éviter l'obstacle, mais comme la route est un peu glissante, elle a tendance à faire un drift un peu comme ça. C'est ce qu'on ressent quand on rentre dans un rond-point. Notre corps est centrifugé vers l'intérieur du rond-point. Donc, même les particules qui arrivent libres, là, imaginez que c'est une foule qui court, là, et puis d'un seul coup, tout le monde tourne à droite, vous exercez une pression, en fait, dans cette zone-là. Ça, c'est en pression. D'abord, pression par Marcel qui a tapé direct dedans, mais également pression par tous ceux qui tournent et qui, entraînés par leur inertie, vont appuyer sur leurs voisins, vont prendre appui quelque part un peu sur leurs voisins pour tourner. Donc on sent bien que toute cette zone-là va être en surpression, c'est-à-dire une pression locale légèrement supérieure à la pression atmosphérique.
Puis après, on arrive ici. Et là, le problème, c'est que pour contourner l'obstacle, il faut prendre un virage ultra serré. OK? Alors, est-ce que je peux prendre un virage ultra serré comme ça? Ça dépend. La bonne réponse, c'est ça dépend. Donc, ça dépend de quoi? Et ouais, mais la vitesse. Si j'ai une bonne adhérence et que je vais pas vite du tout, pas de problème. Je tourne. D'accord? Alors, voilà, ça introduit ce qu'on appelle le nombre de Reynolds. Qu'est-ce que c'est que le nombre de Reynolds? C'est un rapport entre les effets de l'inertie et les effets visqueux. Donc, vu du point de vue de la petite bagnole, un rapport entre les effets de l'inertie, donc de la vitesse, et les effets visqueux, l'adhérence. Si vous avez un petit nombre de Reynolds, c'est-à-dire que vous avez fait... attends, j'ai dit dans le bon sens ou pas? Oui, c'est ça. Vous avez une petite vitesse et une grande adhérence. Bah, vous allez pouvoir contourner l'obstacle sans problème. Par contre, si vous avez un grand nombre de Reynolds, c'est-à-dire une grande vitesse et peu d'effets visqueux, donc une grande vitesse et pas beaucoup d'adhérence, vous n'allez pas pouvoir contourner l'obstacle. Alors, exemple, cuillère, miel. Voilà, l'air est visqueux. Quand vous avez une cuillère et que vous faites couler du miel liquide dedans, le contournement de l'obstacle se fait sans aucun problème. Pourquoi? Parce que la vitesse est faible et la viscosité est énorme. Ok? Donc on sent bien qu'il y a ce rapport entre les effets visqueux et les effets dus à la vitesse est fondamental pour étudier les écoulements. Mais je pense qu'on le comprend bien mieux avec une petite voiture qui prend un rond-point. C'est-à-dire que si elle va vite et que le sol est glissant, elle va partir en tête à queue, elle ne va pas pouvoir faire le virage. Par contre, si elle va très doucement et qu'il y a une bonne adhérence, elle va pouvoir faire le virage. Alors imaginons qu'on est dans le cas normal où elle va plutôt vite et que l'adhérence est moyenne. Donc qu'est-ce qui va se passer? Elle va partir en tête à queue. Boum. Et là, elle se vraque dans le décor. Comme elle part en tête à queue, elle ne peut pas revenir ici dans cette zone-là. Et donc ici, il va y avoir un manque. Ça va créer une dépression. Et donc on se retrouve avec une surface, ici c'est comme si c'était un disque, qui est en surpression devant et en dépression derrière. Donc, poussez comme ça, et là vous aspirez. Là vous avez mis un balai à chiottes, et là vous poussez. Résultat, il y a une très forte traînée. Et une traînée qu'on appelle une traînée de pression. Parce que l'essentiel de l'origine de la traînée provient du différentiel de pression appliqué sur une surface. D'accord? Alors, les techniciens de la DDE, constatant qu'il y a quand même beaucoup d'accidents, se disent on va améliorer les choses. Non, on va faire un rond. Parce que quand même, eux aussi, ils font des itérations. Ils ont fait une expérience, ça ne marche pas, ils ne sont pas cons, ils modifient. Bon, il y a toujours GG qui arrive, lui, ça ne change pas. Quoi qu'il arrive, il se prend le mur. D'accord ? Donc lui, il y a toujours la surpression. Il y a toujours ses copains qui dévient. Donc toute cette zone-là est en surpression. Pour la même raison que tout à l'heure, l'impact direct au point d'arrêt, le fait que les particules ici, en évitant l'objet, parce qu'elles sont déviées par l'accumulation de particules ici ou parce qu'elles tournent naturellement, vont avoir tendance par leur inertie à exercer une pression sur l'extérieur de leur virage. Donc toute cette zone-là est en surpression. Et ensuite ici, il y a un changement, il y a un point d'inflexion, c'est-à-dire un changement de sens de virage. Là on tournait vers la droite, là on tourne vers la gauche. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça c'est l'effet inverse, par inertie les particules elles ont envie de partir sur les côtés, et donc cette zone-là va être en dépression. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si là j'avais des petites forces qui s'exerçaient comme ça, et là, des forces qui s'exercent dans l'autre sens. Voilà. Et là, en fait, jusqu'à maintenant ça allait parce que
de toute façon, quoi que vous fassiez, vous êtes obligé vous êtes dévié par l'obstacle, par la réalité physique de l'obstacle. C'est un mur. Donc vous ne pouvez pas faire autre chose qu'être dévié par l'obstacle. Mais à partir de là, ça se complique. Pourquoi ? Parce que quel est le phénomène qui fait que vous allez réussir à continuer à tourner là ? Éventuellement. Ben non, mais là c'est l'adhérence des pneus, c'est la viscosité. Hein. S'il n'y a pas de viscosité, ça part tout droit, mais s'il y a de la viscosité, c'est l'adhérence de vos pneus qui va vous permettre de continuer à suivre là. Et là, bah, soit vous en avez assez et vous arrivez à suivre et à refermer ici, soit vous n'en avez pas assez et vous partez en tête à queue. Un peu plus loin, ouais. D'accord ? Alors là ou là, hein, ça dépend. Alors c'est pareil, hein, pour la sphère, je pense que la sphère, ça a été un objet dans l'histoire de l'aérodynamique avec de multiples controverses entre Eiffel, Prandtl, etc. Parce que ils avaient des souffleries qui ne soufflaient pas à la même vitesse, donc pas au même Reynolds. Donc il y en a un qui soufflait plus vite que l'autre, etc. Et bref, ils n'avaient pas les mêmes zones de décollement. Donc il y en avait, ça décollait là, il y en avait, ça décollait là, donc ils ne trouvaient pas les mêmes coefficients de traînée. Tout dépendait en fait de ce rapport vitesse-adhérence, enfin vitesse-viscosité. Donc on voit que ça a quand même un peu amélioré les choses, parce que la zone, ici qui est en dépression, elle est moins grande que celle-là, mais il reste toujours de la traînée. D'accord ? Il y a toujours une force de traînée. D'accord ? Là, je vous le fais presque en vraie grandeur. Hein. Si ça c'est 1, ça c'est en gros entre 0,3 et 0,5. Ouais, toutes choses étant égales par ailleurs. Il y a toujours de la traînée. Toujours des mecs qui se vautrent dans le... qui n'arrivent pas à prendre le virage là, parce qu'ils vont trop vite. D'accord ? Bon, pressés par les organisateurs du Tour de France, les mecs de la DDE se disent, bon, bah là c'est le bordel, donc on va mettre des barrières de sécurité comme ça. Voilà. Ça, c'est l'idée qu'a eu Eiffel, en fait, en 1911, ou un peu avant. C'était de dire, bah voilà, il suffit d'essayer de combler la zone où il y a des décollements. Hein, les têtes à queue, en aérodynamique, ça s'appelle les décollements. Et en comblant cette zone, ben, on va rendre le contournement de la forme beaucoup plus facile. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Bon, GG, ça ne change pas, hein. Fidèle au poste. Ses copains, ça dévie toujours. Mais là, il y a une différence. C'est quoi ? Pourquoi le contournement de l'obstacle va être beaucoup plus facile ? Parce que le rayon de giration est beaucoup plus grand. C'est-à-dire que ici, pour contourner l'obstacle et revenir ici, ben, il faut avoir un rayon un petit peu supérieur à celui de rond-point, alors que là, ça, c'est un rayon beaucoup plus grand que ça. Donc en gros, vous arrivez, là vous braquez sévère, puis là vous braquez très gentiment pour revenir sur la trajectoire. Donc, la sollicitation de l'adhérence de vos pneus est beaucoup moins forte dans cette partie-là. Donc vous n'avez quasiment aucune chance de partir en tête à queue. D'accord ? Et ça crée une forme sur laquelle les filets de fluide ne décollent pas. D'accord ? Célèbre forme de Eiffel. En gros, une ellipsoïde de révolution avec ici un tiers de la corde et ici 2 tiers de la corde à peu près. Voilà, révolution comme ça. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez ? Alors regardez bien. Là, et jusqu'à cette zone-là, vous avez une zone en surpression. Logique, hein, parce que là, j'ai l'impact direct, et là, j'ai le fait que je tourne vers la gauche, donc je suis centrifugé vers la droite, et donc j'appuie. Donc, toute cette zone-là là, est en surpression. Ensuite, de là, quasiment jusqu'à là, donc jusqu'au prochain point d'inflexion, vous avez une zone en dépression. Est-ce que tout le monde le voit ? C'est-à-dire que quand vous faites ce virage dans ce sens-là, vous avez tendance à être centrifugé par là. Et quand je fais ce virage dans ce sens-là, j'ai tendance à être centrifugé vers le bas. Et la dépression locale sera d'autant plus forte que le rayon de giration locale sera petit. C'est-à-dire qu'ici, on tourne assez fort, donc il y a une forte dépression.
Et puis ici, on va quasiment tout droit, donc là, il n'y avait quasiment plus rien. Donc là, ça tire ici. C'est même un peu plus gonflé vers l'avant, en fait, hein, comme ça. Et puis plus vous allez vers une ligne droite, là, plus ça menuise. Parce que là, vous allez quasiment en ligne droite, donc il n'y a quasiment plus d'effet de centrifugation. Donc ça fait un peu un truc comme ça. Hein. Tout le monde suit, là, ça va? Et là, qu'est-ce qui se passe? Dans cette zone-là, il y a de nouveau un virage qui change de sens. Là, on sort du rond-point. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Comme je tourne, par exemple, celui-là, il tourne à droite, bah, par inertie, il a envie d'aller tout droit, donc il va appuyer un peu sur la queue du profil. C'est ce que Bernard Bertin a appelé l'effet savonnette. J'aime bien cette expression. Dans cette zone-là, vous allez avoir de nouveau une surpression. Vous sentez bien, quand vous sortez d'un rond-point, le corps a tendance à aller vers l'extérieur du virage. Et donc, s'il y a plein de voitures qui sont sur une route un peu glissante, vous sentez que ça va appuyer ici. Et là, bah, on a un paradoxe. Regardez bien cette forme. On a une zone en surpression devant, une zone en surpression derrière, et puis des zones en dépression latérale et radiale. C'est un solide qu'on appelle axe symétrique, enfin de révolution, quoi. Donc en gros, toutes ces forces-là s'annulent 2 à 2, et celles-là sont compensées par celles-là. Donc, il n'y a pas de traînée. Il n'y a pas de traînée de pression. Et ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de D'Alembert. Parce que D'Alembert, il dit, bah voilà, si vous faites un corps qui évolue dans un fluide sur lequel il n'y a pas de décollement, bah vous n'aurez pas de traînée. En fait, il savait très bien qu'il y avait de la traînée. C'est pour ça que c'est un paradoxe. Alors, le résidu de traînée qui existe, il provient d'où? Bah, du fait que l'air est visqueux. L'air, c'est du miel. Et donc, quand vous faites frotter, en gros, c'est comme si vous arrivez avec votre voiture et puis vous raclez la carrosserie hein, sur tout le pourtour du rond-point. D'accord? Et bien, ça vous ralentit. Et donc, la particule, en frottant sur la paroi, va perdre de l'énergie cinétique, perdre de la vitesse. Et donc, elle n'aura pas assez d'énergie ici. Alors déjà, premier phénomène, elle va perdre de la vitesse, mais ça va faire apparaître en fait des petites forces de frottement latéral. Hein. Quand vous avez une voiture qui frotte sur une paroi, bah, ça a tendance à entraîner les barrières de sécurité avec elle. Hein. Premier phénomène, donc ça c'est ce qu'on appelle la traînée visqueuse, qui, à cause de la viscosité, crée une résistance à l'avancement. Bah, si vous mettez un couteau dans le miel et que vous faites comme ça avec votre couteau, vous sentez bien que c'est un frottement visqueux, d'accord ? Et deuxièmement, comme elle a perdu de l'énergie, la surpression de derrière, ça va être un petit plus. Hein. Là, on a un gros plus, et là, on a un petit plus. On n'arrivera pas à regagner complètement la pression totale qu'on avait ici, la pression d'arrêt qu'on avait ici. Donc, il va apparaître quand même une petite zone là, un micro-sillage de traînée de pression. Ok ? C'est-à-dire que si vous prenez un solide parfaitement caréné, etc., on pourrait croire qu'il n'y a que de l'adhérent, ce truc. Hein, d'accord ? Donc voilà, tous ces dispositifs de soufflage, machin, c'est toujours qu'est-ce qui se passe quand ça tombe en panne. Et ça tombe en panne. Alors je ne saurais pas te dire. Je pense que c'est assez conséquent. Mais encore une fois, ce qu'on gagne en soufflerie, après passer à la réalité, tu vois, c'est. Déjà l'essentiel du gain, c'est avec le principe d'effet. Oui, non, mais alors, entraîner, c'est clair. D'accord. Ouais. Entraîner, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est très important dans la conception en général, c'est la loi de Pareto. Vous connaissez la loi de Pareto ? 20-80. 20% des pièces dans une usine posent 80% des problèmes, par exemple, des trucs comme ça. C'est des trucs classiques. Hein. Et c'est la loi de base de l'ingénieur. D'accord ? C'est-à-dire qu'en gros, l'ingénieur, c'est quelqu'un, ma prof de physique me disait « Mathieu, mettez votre intelligence au service de votre flemme ». Un ingénieur, c'est quelqu'un de flemmard. Pourquoi ? Parce que c'est tellement dur de faire marcher des vrais trucs en vrai que voilà, on cherche tous les moyens de réduire le boulot. D'accord ?
Donc, un bon ingénieur, c'est le mec qui va identifier les 20% de paramètres qui vont permettre d'atteindre 80% du résultat. Bon, là, typiquement, hein, si j'élimine tous les décollements sur un avion, bah, j'ai réduit ma traînée de quasiment 98%. Donc, c'est le premier truc à faire. Après, on peut encore améliorer, mais après, c'est beaucoup plus dur. Parce que évidemment, plus vous améliorez, plus c'est difficile. Donc, les mecs... Alors, c'est pour ça qu'il faut... Les mecs qui mettent des profils laminaires sur une aile d'avion, puis qui ont des traînées de refroidissement monstrueux et des aérofreins ouverts en permanence avec des fuselages pincés derrière, ben, ils n'ont rien compris. C'est-à-dire que d'abord, on commence par éliminer tous les décollements, y compris ceux du fuselage, d'accord ? Et ensuite, éventuellement, on passe au cran d'au-dessus, qui est la laminarité. Une petite remarque que je voudrais faire remarquer. Regardez bien la forme des écoulements, là. Quelle que soit la forme, devant... ça ne change rien. C'est quasiment toujours la même chose. Là, on a un beau contournement, là aussi, et là aussi, hein, parce qu'ici, il y a une espèce naturellement, une accumulation d'air qui fait que ça dévie tout ça. Et ça, c'est un des problèmes numéro 1 de l'aérodynamique. Pourquoi ? Parce que les pilotes, ils sont là. Dans un avion, ils sont là, les pilotes. Et ce qu'ils voient, c'est ce qu'il y a devant. Donc ils se disent toujours il faut super bien soigner le capot moteur, etc. Mais alors derrière, ils en ont rien à foutre, parce qu'ils ne le voient pas. Donc derrière, ils vous font, typique, hein, des avions avec des fuselages pincés comme ça. Là devant, c'est super soigné, machin, puis derrière, c'est le gros bazar. Mais comme c'est derrière eux, c'est là, c'est en dehors de leur champ de vision, ça n'existe pas. C'est comme moi dans mon NC. Mon NC, c'est ça, hein. Il est comme ça, c'est un très bon démonstrateur de ce qu'il ne faut pas faire en termes de traînée. Voilà. Et bien derrière, là, ça fait des turbulences. Et je les ai matérialisés avec des fils de laine, je vous avais montré ça une année, là. Vous avez ici des fils de laine qui font ça, hein, qui remontent vers l'avant. C'est difficile de le croire quand on le voit. Mais c'est exactement ça. Parce qu'en fait, ça fait ça, tout simplement. Ouais. Et du coup, là, vous voyez que toute cette zone-là, en fait, est perturbée par un décollement. Et en super mode, c'est pareil. Hein. Les verrières Cap 10, là, alors c'est un plus loin sur un super mode, c'est un peu la fin de verrière. Là. Mais elles sont... une verrière de super mode, elle est un peu comme ça. Ben, ici, vous avez des décollements, dans cette zone-là. Ben, pareil, j'avais collé des fils de laine. Et il vaut mieux... je suis en train de réfléchir à refaire ma verrière de super mode pour la faire ressembler à celle de ton 421, là, de ton Vasmer. Parce que sur le Vasmer, ils ont fait une belle verrière bien filante, comme ça. Qui, vous remarquez que c'est toujours... En fait, les problèmes aérodynamiques en traînée, ils viennent toujours de ce qu'il y a derrière la tête du pilote. Et ça a deux impacts. Non seulement ça crée de la traînée, mais en plus, ça fait marcher les empennages dans de la merde. Donc ça vous diminue encore l'efficacité de l'empennage. Donc problème de stabilité, machin, etc. D'accord ? Donc si on a compris ces histoires de décollement, déjà, ça, on sait ce qu'il faut... C'est pas très important de se prendre la tête sur ce qu'il y a devant. Et regardez, tous les chasseurs de la Deuxième Guerre mondiale, alors c'est simple, ils sont tous bons en termes d'aérodynamique. Il n'y a eu quasiment pas de ratés dans la Deuxième Guerre mondiale, enfin, les grands chasseurs qu'on connaît. Hein. Donc le Yak, le Mustang, le Spitfire, tous ces trucs-là. Oui, mais même la dernière, elle était pas mal. Elle avait, mais ceci dit, toi... Quand ils ont mis la bulle sur les P47, je le fais en stage d'été à Interaction, quand ils ont mis les bulles, les verrières à bulles sur les P47 et sur les Mustangs, leur stabilité a diminué et à latéraux c'était plus tangent. Donc ils se sont mis à remettre des arêtes devant les empennages et tout pour regagner en stabilité lacée. Ils avaient des problèmes à latéraux. Mais là, pour le coup, les impératifs du combat étaient tellement supérieurs avec une verrière bulle que voilà. Mais globalement, vous prenez tous les chasseurs, y compris tous ceux qui avaient des moteurs en étoile, des Focke-Wulf 190 et tout, ils sont bons en termes de perfo aérodynamique. Et c'est pas parce qu'ils ont un nez aplati qu'ils étaient moins bons. Parce que eux, ils avaient bien compris tout ça. Vous regardez tous les chasseurs derrière, ça file bien, ça file droit et ils connaissaient les règles. Alors lesquels ? Le TU-95. Ah bah oui, mais ça alors là, c'est encore... ouais, c'est pas un chasseur le TU-95, c'est un bombardier, mais moi j'adore ce bombardier, mais c'est...
Donc voilà, donc ça, ce qu'il faut bien voir, c'est que si vous avez compris ça, vous avez compris les problèmes d'écoulement, de décollement, l'influence du nombre de Reynolds, qui est un truc, je pense que c'est beaucoup plus simple de le comprendre comme ça qu'une formule mathématique. Hein. En gros, ce qu'il faut faire pour minimiser la traînée. Alors maintenant, on va parler portance, parce que une fois qu'on a accéléré, on veut décoller. Alors maintenant, si vous avez compris ce que je vous ai dit là, vous allez voir que la portance, c'est simple. Si je prends une aile qui est comme ça, donc c'est toujours le rond-point de la DDE. Ils ont varié les formes, voilà, mais cette fois, la route arrive là. D'accord ? Donc voilà mon petit rond-point. Alors il y a toujours BBR là, pouf, point d'arrêt, sur pression, d'accord ? Là, il y a ses copains qui évitent. Alors là, vous avez vu qu'une aile, pour le coup, c'est très cool dans la deuxième partie. Hein. Très gentiment, on revient. Donc le contournement là va se faire naturellement, y compris en dessous. Hein. Je vous invite, ça c'est un exercice que vous pouvez faire vous-même, à mettre des profils, à tracer des courbes parallèles à peu près au profil légèrement décalé, et à repérer ce que j'appelle les points d'inflexion, c'est-à-dire les points de changement de virage. Donc là, je vais tout droit, là, hop, je tourne, là, je change de point de virage, et puis là, il y aura un dernier point d'inflexion comme ça, comme ça. Bon, enfin, on va voir ce qui se passe là, justement. Et puis, pareil, là, tac, tac, etc. Pourquoi je vous invite à faire ça ? Parce qu'en gros, au niveau des changements de point d'inflexion, c'est là qu'il y a le changement de sens d'effort de la pression. Donc. Et puis là, si vous avez un virage important, vous allez avoir localement des surpressions importantes. Et puis là, par exemple, le rayon de virage est petit, donc là, je vais avoir une forte dépression, et puis de plus en plus faible au fur et à mesure que je m'échappe. Et on comprend, en fait, vous superposez ça, c'est un petit exercice de dessin, hein, aux répartitions des pressions locales sur les profils qu'on a issus des souffleries, vous allez voir, vous serez quasiment capable de dessiner à la main des allures, évidemment que des allures, mais de répartition de pression. Quand il y a un rayon de gyration qui est important, on sait qu'il va y avoir une forte dépression, donc ça va même monter plus fort que ça ici. D'accord ? Puis pareil, là, il y aura des légères dépressions ici, parce qu'on voit quasiment en ligne droite, etc. Moins, plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe ici. Hein. Là, j'ai une BBR dans sa voiture, là, qui arrive à fond, en ligne droite. Et puis là, j'ai son voisin qui arrive ici. Et qu'est-ce qui va se passer là ? Lui, non, mais il veut contourner, mais c'est vachement plus dur. On le voit encore mieux avec un truc droit. Hein. Si vous faites ça, celui qui arrive là, c'est plus facile pour lui de tourner que celui qui arrive là, parce que lui, il faut qu'il fasse ça. Donc il ne va pas réussir à prendre le virage, là, et donc lui, il va décoller. Alors que lui, il va quasiment aller tout droit, légèrement infléchir sa trajectoire. Alors, il veut... Alors, en fait, ce qui se passe, il faut voir ça. Le mieux, c'est l'expérience de Prandtl. Donc, Prandtl, il a pris des trucs comme ça, enfin un profil, et il l'a mis dans un bassin avec de l'eau qui coulait, comme ça, et de la poudre d'aluminium. Parce que ça permettait de refléter quand il faisait des photos au flash. Enfin, à l'époque, là. Et donc, au démarrage, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une aile qui est calée en incidence, et on démarre le mouvement. C'est-à-dire, on est au point d'arrêt, on met les gaz. Enfin, on est au bout de la piste, on met les gaz. Donc, vous avez des particules qui arrivent avec des faibles vitesses, et au début, comme les vitesses sont faibles, il n'y a pas de problème à contourner le rond-point de la DDE. D'accord ? Donc là, elles arrivent à l'horizontale, elles contournent gentiment le rond-point, elles repartent à l'horizontale. Ça, c'est faible vitesse, V petit. Parce qu'il y a un écart de pression entre un travaux extraordinaire. Pour expliquer le petit virage. Oui. Et vous commencez à accélérer. Vous allez de plus en plus vite. Au bout d'un moment, lui, ça lui pose presque pas de problème de faire ça, hein, il est quasiment comme ça. Mais lui, là, ça se passe bien parce qu'il contourne l'obstacle, mais là, pour revenir, c'est là où il y a, entre guillemets, la viscosité qui va... Là, si vous voulez, dans toute cette partie-là,
il est de toute façon dévié par l'obstacle de l'aile, qui fait comme une écope. D'accord ? Donc il va forcément être dévié. Mais quand il arrive là, le seul truc qui permet de le ramener là, ça serait l'adhérence des sept-pneus. Quand vous allez assez vite, il n'a plus assez d'adhérence, paf, ça décolle. L'image d'après, sur les photos de Prandtl, c'est quand même assez génial, parce qu'avec ses expériences de cuve à eau, là, il a fait des photos et il a photographié l'apparition de la portance. Truc de fou, quoi. Donc là, ça fait ça. La photo d'après, vous voyez, ça, avec le petit décollement qui est là, qui part. Ça, c'est ce qu'on appelle le tourbillon libre. Parce qu'il est libre, il s'échappe de l'aile. D'accord ? Et puis encore l'image d'après, toujours pareil. Ça. Et il est là. En gros, le tourbillon libre, vous le laissez sur la piste. Et une fois que vous avez suffisamment de vitesse, bah, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que les filets d'air qui arrivaient comme ça, ils se retrouvent défléchis vers le bas ici. C'est-à-dire qu'ils ont gagné une composante de vitesse verticale. Alors que là, non. Vous avez défléchi de l'écoulement. Vous éjectez de la masse vers le bas. Alors là, il faut prendre, pour comprendre ce qui va se passer, il faut prendre la barque de Konstantin Tsiolkovsky. Je vais dire. Hein, vous prenez un bonhomme dans une barque, sur de l'eau, là. Il a des cailloux. Il jette des cailloux vers l'arrière. Et qu'est-ce qui se passe ? La barque avance par l'avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une pierre, ça a de la masse. Donc ça a de l'inertie. Hein. Vous prenez un ado de 15 ans dans son lit. Et vous essayez de le lever. Vous vous rendez compte que vous pouvez prendre appui dessus de toutes vos forces pour y arriver. Et donc, du coup, vous vous propulsez vous-même. Hein. Vous glissez en arrière, en fait. Et ben, c'est exactement ce qui se passe. En éjectant de la masse vers l'arrière à une certaine vitesse, je vais récupérer, je vais pouvoir prendre appui, en fait, sur l'inertie de la masse que je mets en mouvement pour me propulser. C'est comme ça qu'on se propulse dans les fluides ou qu'on se propulse dans le vide, en éjectant de la masse. Alors, je ne sais jamais si c'est le premier, deuxième ou troisième principe de Newton, l'action-réaction. Hein. Le premier, c'est l'inertie, le deuxième, PFD, le troisième, réaction. Ouais, bah, c'est la première ou troisième loi de Newton, selon le point de vue qu'on a. Mais en gros, c'est le fait que ce qu'on appelle la quantité de mouvement totale du système reste constante. Donc, si au début, elle est nulle, quand vous éjectez une balle, elle doit rester nulle. Donc, ça avance. Donc, en gros, voilà. La portance, hein, ça résulte du fait que vous êtes en train d'éjecter de la masse vers le bas. OK ? Et du coup, vous récupérez une portance vers le haut. J'y viens. Alors. Il y a une différence justement de pression, de surpression et de dépression qui peut être aspirée. Bah, en fait, le problème de la portance, c'est que c'est trois phénomènes physiques concomitants, à peu près. Chacun des trois permet de chiffrer la portance, mais aucun des trois ne permet de l'expliquer complètement. C'est-à-dire que si alors, la tarte à la crème qu'on trouve partout, c'est Bernoulli. Okay. Alors, oui, il y a de l'effet Bernoulli. C'est-à-dire, oui, quand tu crées ça, il va y avoir une accélération ici et un léger ralentissement ici. D'accord ? Et du coup, comme il y a une accélération, il y a une dépression. Alors maintenant, vous savez pourquoi ? Pourquoi quand j'accélère là, pourquoi je vais augmenter la dépression ? Parce que à rayon de virage donné, si vous prenez ce virage avec votre voiture gentiment ou si vous prenez à fond, vous allez nettement plus centrifuger. Hein. C'est juste ça. Hein. Donc Bernoulli, c'est ça. C'est que quand vous contournez un obstacle en virage, entre guillemets, vous avez tendance à être centrifugé, les particules, et donc la dépression est plus forte. Donc oui, il y a une dépression qui s'explique par l'effet Bernoulli, d'accord ? Mais on vous dit tout le temps, ouais, les deux petites copines qui sont là, elles se retrouvent là en même temps. Faux, complètement faux. Hein. Celle-là, elle est là, et celle-là, elle est là. Hein. Celle qui est passée par l'extrado, elle a accéléré nettement plus que celle qui est passée par l'intrado, et du coup, elle arrive en avance sur la voisine. C'est une loi de conservation de l'énergie. Oui, en quelque sorte. Alors, la difficulté au début,
c'est que comment on explique la portance. Newton, il pensait que c'était newtonien, c'est-à-dire que j'envoie un truc, poum, ça rebondit. Voilà. Alors, il n'a pas totalement tort, parce que la déflexion, c'est un peu ça. Au final, vous avez un truc qui arrive là, si ça c'est une boîte noire, au final vous avez un truc qui arrive là et un truc qui repart comme ça. Donc si on remplace ça par une boîte noire, c'est un peu ça. Mais c'est une explication incomplète. Parce que dans ce cas, il ne peut pas expliquer pourquoi celle-là, elle tourne. D'accord ? Donc premier truc. Alors elle tourne grâce à la viscosité. Hein. Pourquoi le truc qui est là, il ne part pas tout droit ? Parce que c'est visqueux. Et si on était dans un fluide, si on était dans de l'hélium superfluide, il n'y aurait pas de portance, on serait bien emmerdé. Donc ça c'est un truc, c'est que la viscosité, ça nous emmerde en termes de traînée, mais sans viscosité, il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas de portance. On ne vole pas. D'accord ? Parce que vous n'arrivez pas à défléchir ça. Vous pouvez faire des fusées, mais vous ne pouvez pas faire des avions. Donc ça c'est le premier truc. Alors après, il a fallu se poser la question, comment essayer une question de physicien. C'est-à-dire, typiquement, comment j'ai un phénomène et comment j'essaie de mettre une loi qui l'explique. Et ça a été l'objet de grandes controverses. Et franchement, celui qui a été le plus avancé là-dedans, c'est Prandtl, l'allemand. Parce que lui, c'est un grand mathématicien, mais il a introduit la théorie de la circulation, en fait. Alors, en gros, je vous fais un peu rapide. Ça, on peut remplacer ça par un tourniquet pour enfants qui tourne. Vous connaissez les tourniquets pour enfants. Si vous avez des gamins qui courent là et qui montent sur le tourniquet, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont sortir comme ça. Et celui qui est là, il va ressortir mais avec moins de vitesse. Ok ? Et donc Prandtl, il dit, une aile en gros c'est un tourniquet. Et l'avantage du tourniquet, c'est que ça se modélise mathématiquement assez facilement. Donc c'est ce qu'on appelle la théorie de la circulation. Et il dit, je peux remplacer ce qui se passe autour d'une aile par un tourniquet. Okay. Et en fait, si vous regardez bien, alors j'essaie de faire un beau schéma ici. Et ça, c'est le super schéma qu'il a fait, Prandtl. Hein. Donc c'est une aile en perspective. Hein. Alors attends, il faut que je réfléchisse toujours. Ouais, ça va être comme ça. Donc ça, c'est l'écoulement de l'air. Comme l'aile est finie, parce que on arrivait à expliquer la portance avec des profils en soufflerie qui simulent des écoulements 2D infinis, mais du coup, c'est pas conforme à la réalité, les ailes sont finies. Donc qu'est-ce qui se passe en fait ? Là, c'est comme s'il y avait un tourbillon qui faisait ça, donc qui a tendance à... C'est notre effet tourniquet, hein. Et au bout de l'aile, là, quand c'est fini, se crée en fait un tourbillon marginal dû au fait que c'est fini. Parce que tout le monde comprend pourquoi il se crée un tourbillon là. Là, vous avez tendance à faire ça. Du coup, ici, ça crée une zone en dépression. À l'intrado de l'aile, ça crée une zone en surpression. Comme il y a une dépression au-dessus et une surpression en dessous, ça a envie d'aller combler là-haut, et donc il y a une fuite là. Et s'enroule en plus, du coup ils s'enroulent des tourbillons marginaux. Et comme ces tourbillons marginaux s'enroulent, ils ont tendance aussi à dévier un petit peu les écoulements. Donc là on a ces tourbillons marginaux qui s'enroulent jusqu'où, et ça c'est un peu la formulation de Prandtl, jusqu'au tourbillon libre qu'on a laissé sur la piste. Voilà, lui, il est resté sur la piste. On a atteint la vitesse suffisante pour que le contournement du bord de fuite ne soit plus possible et que du coup, ce tourbillon se détache. Il est resté sur la piste. Et ça, c'est ce qui fait la continuité. En fait, c'est ce qui manquait au modèle mathématique, c'est qu'il y a un problème de discontinuité quand on passait à des allongements finis. Ça ne s'arrête pas net, là, mathématiquement. C'est ça, ça ne marche pas. Donc avec ça, c'est ce qu'on appelle le tourbillon en fer à cheval de Prandtl. D'accord ? Lui a réussi, par cette modélisation, j'insiste, c'est une modélisation, c'est une vision un petit peu modélisée de la réalité. Il a réussi à retrouver une cohérence, il n'y avait plus de discontinuité mathématique, donc il avait réussi à trouver un modèle mathématique qui expliquait correctement la portance. Et du coup,
qui permettait de visualiser l'effet de l'allongement, etc. D'accord ? Alors, maintenant, la réalité physique, c'est quoi? C'est qu'en fait, en permanence, se décollent des petits tourbillons. En fait, ça, c'est une vue de l'esprit. En réalité, vous avez en permanence des petits tourbillons comme ça, un lit de petits tourbillons qui se détachent en permanence du bord de fuite. D'accord ? Mais ça n'invalide pas l'explication. C'est-à-dire que le premier tourbillon qui apparaît, en fait, c'est très nettement quand on atteint une vitesse suffisante. Alors, vous pouvez le voir. Moi, je l'avais filmé dans il faut du cappuccino. Dans un cappuccino, ça marche bien. Donc, prenez une tasse de cappuccino, là, et vous prenez votre cuillère. Donc, quand la cuillère est plongée dans le cappuccino, ça fait ça. Donc, tout le monde voit, hein, c'est comme ça. Il y a un bol, et vous avez votre cuillère qui est plongée dedans comme ça. Alors, le cappuccino, ça marche bien parce qu'il y a de la mousse. Donc, la mousse, ça vous permet de visualiser des points. Donc, vous prenez votre cuillère. Alors déjà, premièrement, vous pouvez visualiser tout ce que je vous ai dit avant sur la traînée. C'est-à-dire que si vous la faites avancer tout doucement comme ça, vous allez constater que la mousse, elle fait ça, et elle repart. Donc, faible nombre de Reynolds, viscosité importante, faible vitesse, contournement possible. Okay ? Vous allez plus vite, là c'est faible vitesse, hein. Si vous allez plus vite, bah, vous allez clairement voir le décollement apparaître. Ça va traîner. Et maintenant, votre cuillère, si vous la mettez comme ça, comme une aile en fait, hein, et que vous la faites avancer dans ce sens-là, bah, si vous la faites avancer très lentement, vous allez clairement voir ça. Et dès que vous allez commencer à avancer, alors le problème c'est que les tasses ne sont pas assez grandes. Mais dès que vous commencez à avancer, un petit peu, vous faites un petit coup, clac, comme ça, vous allez clairement voir ce truc-là, le tourbillon libre se détacher, et vous allez clairement voir un mouvement global comme ça. Donc vous allez voir les deux tourbillons en fait, le lié et le libre. Surtout le libre. Le libre, on le voit très bien se détacher. J'ai dû avoir des vidéos qui traînent sur l'ordinateur que j'avais mis. Et là, vous voyez l'apparition en fait de la portance. Et en fait, en permanence, c'est ce qui se passe. Donc la portance, c'est plusieurs phénomènes liés. Il y a ce phénomène de ce qu'on appelle la circulation, hein, ce que Prandtl appelle la circulation, en gros le phénomène tourniquet. Il y a du Bernoulli et il y a de la déflexion. Et c'est la concomitance de ces trois phénomènes qui fait que vous éjectez de la masse vers le bas, donc vous récupérez de la portance. Il y a des très belles photos sur le site d'Interaction, là, où j'ai pris des photos d'internet d'avions qui survolent du brouillard. Je ne sais pas si vous avez rappelé de ces images. Et vous voyez clairement derrière l'avion un canyon creusé dans le brouillard par la déflexion de l'air. D'accord ? Alors moi, ce qui est compliqué avec la portance, c'est que c'est trois phénomènes physiques liés, donc du Bernoulli, de la déflexion, de la circulation, et c'est très difficile. Si vous en oubliez un des trois, vous n'expliquez pas complètement le phénomène. Par contre, s'il n'y en a qu'un seul moi je dis pour les profanes, il ne faut surtout pas parler de Bernoulli, parce que ça va les embrouiller. Il faut parler de déflexion. En gros, il faut dire qu'une aile, c'est rien d'autre qu'un truc qui prend de l'air comme ça et qui l'écope vers le bas. Sache que tout le monde a sorti sa main de la voiture et a bien vu que quand je faisais ça, ma main s'envole. Et elle s'envole pourquoi ? Parce que j'éjecte de l'air vers le bas. Et le principe de la portance, c'est d'éjecter de l'air vers le bas. D'accord ? Donc dès que vous éjectez de l'air vers le bas, vous avez de la portance. Donc dans un avion, c'est une aile. Dans un hélicoptère, c'est un rotor. Dans une fusée, c'est un moteur fusée qui éjecte de la masse vers le bas. Dans le mécanisme, c'est comment dévier cet air vers le bas. C'est d'ailleurs dans le mécanisme. Ce que tu expliques, finalement, c'est le mécanisme qui fait que l'air est dévié. Oui. Après, comment on fait, il faut aller fouiller un peu. Mais pour moi, le mieux, c'est, je ne sais plus, la troisième loi de Newton. C'est-à-dire, j'éjecte de la masse vers le bas, je récupère de la portance. Et l'aile est une machine à éjecter. C'est ça. Voilà. Et après, deuxième loi très importante pour les profanes, hein, rappelez cette formule qui n'est pas de moi, mais que j'adore. L'aérodynamisme, c'est une forme de politesse. Moins on dérange l'air, mieux ça se passe. D'accord ? Il faut laisser l'air dans l'état où on l'a trouvé. Et là, vous comprenez tout de suite pourquoi, avec une aile de grand allongement, alors une aile grande en fait, une aile très grande, vous allez moins perturber l'air qu'avec une aile très petite.
toute chose corde égale par ailleurs. Parce que là, vous interceptez un courant d'air énorme, et donc pour récupérer la même portance, parce que dans les deux cas, l'avion a la même masse, vous avez besoin de défléchir très très peu l'air. Si, je rappelle, la portance, c'est de la masse fois de la vitesse. Donc soit j'éjecte une grosse quantité de masse à faible vitesse, soit j'éjecte une petite quantité de masse, mais à très forte vitesse. Ok ? Donc si j'ai deux avions qui volent à la même vitesse, donc le débit est le même, qu'il y en a un qui a une grande aile et l'autre une petite, lui, il va, pour avoir une portance donnée, il va, comme dévie une masse énorme d'air, il n'a pas besoin de la dévier beaucoup, alors que lui, il va avoir besoin de la dévier beaucoup. D'accord ? Donc lui, il va plus déranger l'air que lui. Et donc, le rendement de cette aile-là sera moins bon. Premier ordre, après j'en parle dans les détails. Mais... Donc ça, il faut bien comprendre ça. D'accord ? De même, si vous voulez monter une dune, le problème de l'air, c'est qu'on évolue dans un milieu qui cède à l'avancement. Donc, une aile d'avion, en fait, passe son temps à éjecter de la masse de l'air vers le bas, mais le milieu sur lequel elle s'appuie, en fait, cède, en fait. C'est pas comme moi, quand je marche, là, l'adhérence de mes pneumatiques sur le sol crée un effort tangentiel suffisant pour me propulser vers l'avant. Là, le sol résiste à l'avancement. En faisant ça, je n'envoie pas le sol vers la gauche. D'accord ? Alors qu'une aile, elle est sur un... Là, regarde, si je fais ça dans l'air, bah, ça cède à l'avancement. Donc la problématique d'une aile, c'est d'une aile, qui génère de l'importance, c'est la même chose que vous en train de marcher sur une dune. Donc quand vous marchez sur une dune même plate, c'est plus difficile que de marcher sur un sol comme ça. Et vous êtes en fait, vous êtes en permanence en train de monter sur un sol qui s'effondre. C'est cette image très belle, ce que c'est que ce qu'on appelle la traînée induite. C'est un mec qui traverse des rondins dans l'eau, dans une rivière, là. Quand il monte sur le rondin, en fait, le rondin s'enfonce dans l'eau. Et donc, pour aller tout droit, il est en permanence en train de monter des escaliers. Ça donne une bonne idée de ce qu'est cette traînée induite par la portance. Pourquoi ça coûte de l'énergie de générer de la portance ? Parce que vous êtes sur un milieu qui cède à l'avancement, et donc vous êtes en permanence en train d'appuyer sur un truc qui s'effondre. Pareil, pour marcher sur une dune, il vaut mieux avoir des raquettes que des talons aiguilles. C'est la même chose. Des raquettes, vous appuyez sur une grosse surface, donc vous exercez votre poids sur une très grande surface, donc il n'y a pas besoin de défléchir, d'éjecter à grande vitesse cette masse, alors que le talon aiguille, vous enfoncez tout de suite parce que vous appuyez sur une petite surface. Voilà. Donc, si vous avez compris ça, en gros, vous avez compris l'essentiel de la création de la portance. Après, pour la chiffrer, c'est plus simple, on passe par les équations de base, mais l'explication physique de la portance, moi je trouve que la mieux, c'est de parler toujours de déflexion. Et ensuite, si on veut rentrer dans le détail, il faut expliquer comment est-ce qu'on obtient cette déflexion. Il y a cette histoire de tourbillon là, qui se sépare de l'aile. Et ça, c'est vraiment les images de Prandtl sont magnifiques pour les montrer. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y a pas de déflexion. Si on va très lentement, il n'y a pas de déflexion. Puis dès qu'on commence à aller suffisamment vite, reprenez l'histoire du rond-point de la DDE, lui, il n'arrive plus à contourner là. Donc il part, et à partir du moment où il part, la déflexion apparaît. Et le fait qu'il y ait de la déflexion fait que lui, il va accélérer, lui, il va ralentir, il va y avoir du Bernoulli, ça crée une dépression au-dessus, une surpression en dessous, etc. Mais pareil, là, regardez, c'est assez... en fait, la surpression, elle va beaucoup plus loin. Mon schéma n'est pas très bon. Il y a une légère dépression, ici. Mais la dépression est très, très faible en dessous, là, parce qu'on va quasiment tout droit. Et surpression ici, dépression là, globalement, ça fait une force de portance qui est comme ça. OK ? Voilà, des questions ? Alors, là, on voit bien ce que je vous disais sur la déflexion. Superbe image, on voit bien ça. Donc, on voit que ça crée un canyon d'air défléchi et on voit l'enroulement ici des tourbillons marginaux, en fait. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas mieux comme illustration pour illustrer le phénomène de portance. Et les images de Prandtl, les voilà. Alors, les plus célèbres, c'est celle-là que j'ai mis en animation GIF. Il faisait ça dans cette cuve. Donc c'est une bête cuve en contreplaqué avec de l'eau. Il tournait une manivelle là, pour faire circuler l'eau et il faisait des photos.
Et on voit ici, donc si vous regardez bien les différentes photos, au début, sur la première, il faudra que je les mette aussi en arrêt, sur la première, l'incidence arrivante et l'incidence qui repart sont horizontales. Et dès que le tourbillon libre est parti, on voit apparaître la déflexion, c'est-à-dire que ici, ça continue à arriver à l'horizontale, ici, ça part vers le bas. On voit bien ici que ça part légèrement vers le bas. Donc Prandtl, retenez ce nom. Et il montre qu'en fait, voilà, on peut obtenir le même phénomène avec un simple tube tournant, hein, c'est l'effet Magnus. On voit bien ici que ça arrive on voit le tourbillon libre se décrocher là, tchouk, et on voit que ça monte et que ça redescend derrière. Donc ça arrive ici, ça redescend défléchi. Moi j'aime bien, voilà, je pense que le mieux quand on parle de portance, c'est de parler de ça parce que c'est ce qui est le plus accessible au raisonnement physique des gens, et tout le monde se rend bien compte que si j'éjecte vers le bas de l'air, tout le monde a sorti sa main en fait de la vitre d'une voiture, et on se rend bien compte de ça. Ce sont des tourbillons libres qui obligent la séparation entre deux décollages. Qui oblige, pardon, refait. Entre deux décollages, il faut une certaine Ah, c'est les tourbillons marginaux, enfin c'est pas libre. Non, pas libre. Le libre, il est de faible intensité parce qu'au départ, au moment où il se décolle, en fait, ce que je vous ai montré là, c'est une vue de l'esprit, parce qu'en réalité, il y a en permanence un lit de tourbillons permanent qui se détache du bord de fuite à l'intrado, et à l'extrado, ça va tout droit. C'est ça qui fait la déflexion. Le premier tourbillon qui apparaît, il est forcément de très faible intensité, puisque l'intensité de la portance à ce moment-là est faible. Tu vois, il faut que tu continues à accélérer, etc. Donc c'est plus, ce qui gêne, c'est plus les tourbillons marginaux qui, eux, vont être de forte intensité une fois que tu as décollé, et qui peuvent créer des perturbations pour les avions qui suivent. Voilà. Ah oui, bam, ouais. Donc voilà. Donc allez voir les belles images qu'il y a dans le site d'interaction sur la traînée, etc. Hein, pareil, voilà. Là, on voit qu'il y a des décollements. C'est pas très efficace. Bon. Je vous laisse aller voir tout ça, mais vous voyez tout de suite les fuselages pincés, c'est jamais terrible parce que ça crée des décollements derrière. Bon, après, c'est pas non plus très grave, hein, du moment qu'on a de la portance et qu'on vole, c'est déjà sympa. Mais je suis toujours étonné par le soin apporté au nez des avions et peu de soin apporté à l'arrière, en fait. Le problème commence derrière la tête du pilote. Ouais. Voilà, de quoi on peut parler d'autre? Est-ce que vous avez des questions déjà là-dessus? On peut faire les petits trucs amusants. Sur les ailes, pour diminuer les tourbillons marginaux en bout d'aile, est-ce qu'une aile avec une flèche résultante inverse améliore l'échelonnement? Oui. Ouais. Attaque droit et bord de fuite à flèche inverse. Tu as eu un avion comme ça, un chasseur américain en photo, avec une flèche positive. Ouais, mais non, mais les flèches inverses sur les chasseurs, c'est pour autre chose. Hein? Ah ouais, à mon avis, à mon avis, c'est pouillemesque. Pouillemesque, c'est complètement dans l'épaisseur du trait. Hein. Alors les géométries de voilure des planeurs de performance, c'est plutôt l'inverse, hein, d'ailleurs. tu commences par une flèche inverse, ensuite tu as une partie qui va plus, et ensuite tu as une flèche. Ouais. Et en plus, maintenant ils te font des dièdres, soit des dièdres elliptiques, ou alors un dièdre successif. Ouais. Sur les différentes fonctions de voilure, mais attention de ne pas confondre. En fait, le problème est toujours pareil. Quand on s'intéresse à un planeur, les gains, c'est des pouillèmes de pourcent. C'est-à-dire que c'est un truc de... Tu vois, c'est un peu comme Alain Bugeaud. Quand lui, il a passé sa vie à gratter des centièmes de points de CX et de CZ. Donc, si tu veux, il n'est pas capable... Enfin, il n'est pas capable. Il va pas pouvoir te dire, ou alors il faut vraiment le pousser dans ses retranchements. Quand tu passes ta vie à gratter des centièmes de points,
tu as du mal à dire non, mais en gros, on s'en fout, du moment qu'on a 80% du résultat, c'est bon. Non, parce que ça, chez Dassault, c'est pas question, toi. Donc, non, on ne se contente pas de 80% du résultat, sinon on est mort. Donc, il ne faut pas confondre, en fait, pareil, toi, un avion léger, si tu le loupes à 5% de la masse à vide, c'est pas grave. Ça vole, c'est satisfaisant. Un avion de ligne, c'est mort, tu le vends pas. Donc, c'est ça qui est compliqué à comprendre, c'est que ce qui s'applique à la grosse aviation en termes de pourcentage de gain, il faut relativiser à mort quand on est en avion léger. Tu vois, si ton avion léger, il a 10% de traînée en plus, il va aller que 3% moins vite. Bon, est-ce que ça te gêne vraiment? On s'en fout. Donc, il faut voir le cahier des charges et se dire, voilà, ce qui est important, c'est d'obtenir 80% de l'effet. Donc, tous les trucs qui sont pour moi des grilleries pouillemesques, c'est-à-dire en gros les winglets, tous ces trucs-là, en aviation légère, on s'en tape. Parce que ça n'agit que sur quelques pourcents. Et même les winglets, parle-en à Alain, même sur les avions de ligne, des fois, c'est même pas positif. C'est ça. C'est qu'il y a D'ailleurs, vous avez vu dans les années 90-2000, les winglets, et puis maintenant, voilà. Donc, en gros, Alain, il te dira toujours, un winglet, c'est moins efficace que de faire ça, que de le mettre à l'horizontale. Le seul intérêt, c'est que ça diminue un peu l'envergure, donc ça prend moins de place, voilà. Et pour réussir à faire des winglets qui soient véritablement aussi efficaces qu'un accroissement d'allongement, c'est une galère, et ils passent du temps, et des fois, ils n'ont même pas de gain. Enfin, ils n'arrivent même pas à chiffrer le gain parce que c'est dans l'épaisseur du trait. Et il disait même que la partie inférieure serait plus efficace que les relevés. Oui, mais pour tout ça, on est dans le pourcent. Donc, c'est un peu, tu vois, c'est un peu toujours le même truc. C'est, toi, par exemple, on est environné en fait de techno-crétins. Donc, quand tu entends des journalistes qui te disent que les avions carbone c'est forcément mieux, l'avenir, machin, etc. Même pour les avions de ligne, les avions en carbone ne sont pas notablement plus légers que les avions en alu. Hein. Le gain, si il situe, alors, il a pris quand ils ont fait des tout petits avions à réaction des avions d'affaires à réaction de très petits volumes. En fait, ils faisaient le fuselage en carbone parce qu'à diamètre égal extérieur, ils avaient un gain à l'intérieur, un gain de volume à l'intérieur. Oui, non, mais ce que je veux dire, par exemple, typiquement sur les avions, utiliser le carbone dans les longerons, les avions légers, par exemple, utiliser du carbone dans les longerons, ça, là, oui, il y a un gain clair, d'accord? Mais tu regardes un avion de ligne, tout carbone, comme le 787, par rapport aux meilleurs avions de ligne, tout alu, il n'y a même pas de gain. Donc, alors en fait, moi, je pense qu'il y a d'autres logiques industrielles. C'est-à-dire que l'industriel, il est bien content de pouvoir faire du fuselage en carbone en bobinant. Parce qu'il y a une grosse machine, elle fait tout, tu réduis la main-d'œuvre, une fois que tu as payé la machine, c'est bon. D'accord ? Alors que la tôle d'alu, il faut des ouvriers qui rivettent, etc. Il peut y avoir des logiques comme ça. Mais dans l'aviation légère, un avion tout carbone, c'est un non-sens. Par contre, mettre du carbone dans les longerons ou dans les pièces fortement sollicitées, oui, là, il y a un gain. D'accord ? Mais au final, sur tout l'avion, il suffit de comparer un Jodel D112 bien construit en termes de rapport masse à vide, masse maxi, et les meilleurs des avions carbone. Il y a un gain, mais il n'est pas spectaculaire. C'est toujours pareil. Hein, c'est que nous, on est limité en fait par le minimum technologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre les épaisseurs au niveau où elles suffiraient pour tenir les efforts aérodynamiques. Donc en clair, si vous faites un avion en bois, vous ne descendrez pas en dessous de 10 dixièmes, enfin 1 mm d'épaisseur de contreplaqué, déjà c'est vraiment fin, parce que simplement en manipulant l'avion, vous passez à travers. En alu, vous ne descendrez pas en dessous de 5 dixièmes, et en composite, vous ne descendrez pas en dessous du millimètre. Quand vous faites ça, 1 mm de contreplaqué de Koumé, ça fait 500-600 grammes, disons 600 grammes. Un 5 dixième d'alu, ça fait 1,3 kg, et 1 mm de composite verre carbone, ça va faire... l'alu, j'ai dit combien? 1 kg, ouais, 1,3 kg. Et composite verre époxy, ça va faire du 1,5 kg, 2 kg, et en carbone, ça fera 1,4 kg à peu près. Donc là, vous voyez que sur tout ce qui est des pièces de revêtement, vous n'avez pas un gain énorme, hein, parce qu'un avion, c'est essentiellement de la peau. Faire des avions en carbone plus légers que des avions en bois étoile, c'est dur. Et un carbone, l'ongeron est tout carbone et en voilé. Solar Impulse. Ça,
C'est très bien. Oui, mais le carbone, ça coûte une blinde. Et pour l'amateur, le gain que tu fais sur une nervure d'1,50 m et de 12% d'épaisseur relative, si tu la fais en carbone, la nervure va te coûter 10 à 50 fois plus cher et va t'amener un gain pas très sensible sur cette épaisseur relative-là. Par contre, sur le Solar Impulse, donc un projet complètement con, mais fait par des bons ingénieurs, non mais parce que c'est l'intérêt de ce genre de projet, c'est comme les dirigeables, si tu veux. Réussir à faire ça, c'est exceptionnel. Maintenant, vendre au monde que l'avenir de l'aviation est au solaire, électrique, bon, n'importe quoi. Mais réussir à le faire. Et eux, si tu regardes la structure de Solar Impulse, c'est hyper rusé. Hein. C'est que de la structure triangulée en carbone. Ils ont des cordes d'ailes qui sont juste monstrueuses, avec des épaisseurs relatives monstrueuses. Ils ont fait des nervures triangulées carbone, le tout entoilé. Et là, c'est le plus performant en termes de masse. Il n'y a pas photo. Mais il faut toujours revenir à ça. C'est-à-dire que moi, perso, sur les avions légers, le seul endroit où le carbone me semble vraiment pertinent, c'est le longeron. Les semelles de longeron, tout à fait. Même pas sur les âmes, parce que les âmes, si tu mets l'épaisseur de carbone qu'il faut simplement pour tenir les efforts de cisaillement, elle va être tellement fine que tu vas être obligé de multiplier le nombre de résisteurs pour y arriver. Au final, le gain, par rapport à du contreplaqué, c'est que dalle.